Greg Olsen rêve de voler. De s'envoler jusque dans l'espace. J'ai vu cette grande sphère bleue rapetisser, c'était sublime. Il a payé 20 millions de dollars. Mise à feu et décollage. Pour pouvoir passer 10 jours dans l'espace. Content d'être là. Greg a passé plusieurs milliers d'heures à s'entraîner en Russie. Depuis la base de lancement la plus active de la planète, jusqu'à une plateforme dans l'espace, et de nouveau vers la Terre avec la périlleuse rentrée atmosphérique, suivez-nous maintenant dans les coulisses d'un voyage inoubliable. Si vous avez une fusée à prendre, c'est ici que ça se passe. Aucun autre endroit au monde ne comptabilise autant de départs dans l'espace. 10 à 15 lancements par an. Ce morceau de désert au centre du Kazakhstan, c'est le cosmodrome de Baïkonour. En 50 ans, cet endroit a vu successivement partir pour l'espace des chiens, des primates, des satellites et des cosmonautes. Aujourd'hui, pour la 3e fois de l'histoire, un passager payant va entrer en orbite. Dans 3 jours, un véhicule spatial appelé Soyouz doit décoller. Sa destination, la Station spatiale internationale. À son bord, il y aura un cosmonaute russe, un astronaute de la NASA et Greg Olsen. Les 2 premiers voyagent gratuitement, c'est leur boulot. Mais pour Greg, c'est une aventure. Un privilège qu'il paye 20 millions de dollars. Nous sommes à 72 heures du lancement. Le compte à rebours a commencé. Écoutez tous, voici le plan de travail de la journée numéro 017. À 3 km du pas de tir, dans un vaste hangar, on s'apprête à assembler une gigantesque fusée Soyouz. L'équipe que dirige Sergueï Oboukov dispose de 12 heures pour cette opération. Au moindre retard, le lancement pourrait être annulé. Pendant l'assemblage, mes ordres sont très brefs. Mais mes hommes savent ce que j'attends d'eux. Ils savent ce qu'ils ont à faire. L'opération la plus délicate est celle qui consiste à fixer au sommet du Soyouz une fusée de secours. Aucun autre programme spatial n'en utilise. Mais s'il y avait un problème, cette fusée de secours pourrait sauver des vies. Or, il arrive parfois qu'il y ait des problèmes. Le 26 septembre 1983, un Soyouz s'apprête à décoller. Soudain, c'est la catastrophe. Il y a eu un accident sur le pas de tir. Un incendie s'est déclaré et le lanceur a explosé. La boule de feu monte jusqu'à la capsule où se trouve l'équipage. La fusée de secours se déclenche, propulsant la capsule et les 2 cosmonautes loin des flammes. Cette fusée de secours a déjà joué son rôle une fois. Une seule fois. Et j'espère bien qu'on n'en aura plus jamais besoin. La fusée de secours doit être parfaitement dans l'axe, au 10e de millimètre près. Autrement, elle pourrait tuer ce qu'elle est censée sauver. Bien sûr, avec un objet de cette taille et de ce poids, il est très difficile d'être aussi précis. Les techniciens s'escriment depuis 3 heures,
mais il n'arrive toujours pas à aligner la fusée. Donnez-moi les chiffres. Quelque chose cloche dans les mesures. Les mesures n'arrêtent pas de changer. Comment c'est possible? Pour Sergueï Oboukov, la marge d'erreur est nulle. Il a entre les mains la vie de 3 hommes. Voici les 3 hommes en question. Bill McArthur, astronaute de la NASA et commandant de l'expédition 12. Valéry Tokarev, cosmonaute et ingénieur de vol. Et Monsieur 20 millions de dollars, Greg Olsen. Je ne me sentirai totalement détendu et heureux que quand on décollera. Né à Brooklyn il y a 60 ans, Olsen est un scientifique, un homme d'affaires et aussi un grand-père. Mais il n'a rien d'un touriste. Le terme touriste de l'espace implique qu'on fait un chèque en échange d'un petit voyage pépère. Croyez-moi, ce n'était pas du tout ça. Greg a travaillé dur pour arriver jusqu'ici. Il s'est entraîné pendant 2 ans avec l'agence spatiale russe. Dans le cadre de cet entraînement, il a expérimenté la gravité zéro. Cet ancien jumbo jet russe a été spécialement aménagé pour recréer les conditions d'apesanteur. Une ascension suivie d'un plongeon rapide permet d'obtenir un état de microgravité pendant une durée de 25 secondes. Vous êtes dans l'avion et tout d'un coup, vous vous sentez monter. C'est pour voir comment vous vous comportez. Le vol parabolique m'a permis de découvrir que j'adorais cette sensation et que je n'étais pas sujet au mal de l'air. Je sais que je vais aimer l'espace. La seule ombre au tableau pourrait être la condition physique de l'Américain. Il a déjà été écarté d'une mission à cause de problèmes respiratoires. Et celle-ci pourrait bien également partir sans lui. Je ne veux surtout pas représenter un risque pour l'équipage, mais plutôt un atout. L'entraînement vise surtout à préparer les hommes à la rentrée dans l'atmosphère. L'atterrissage est souvent brutal. Et pour limiter l'impact, les fauteuils de l'équipage sont moulés sur mesure. Une technique que la Russie maîtrise depuis 50 ans. Aucune nation au monde ne peut rivaliser avec le taux de succès et de survie des missions spatiales russes. Personne cependant ne quittera le cosmodrome de Baïkonour dans ce lanceur sans l'accord de Sergueï Oboukov. Son équipe s'efforce toujours de fixer la fusée de secours sur le Soyouz. L'heure tourne, mais il n'est pas question de céder à la pression. Je ne regarde pas l'heure. Il ne s'agit pas de travailler vite, mais de travailler bien. Je dois être absolument sûr que tout est parfait pour que l'équipage soit en sécurité. Enfin, la fusée de secours est en place. Et Sergueï donne le feu vert. Il n'y a plus de jeu dans l'assemblage. Que le lanceur soit à l'horizontale ou à la verticale. Ça ne bougera pas d'un cheveu quand il ira dans l'espace.
l'équipe peut maintenant passer à l'étape suivante. L'assemblage des étages inférieurs et supérieurs de la fusée. Malgré la taille énorme des deux éléments, l'opération nécessite la plus grande précision. À 62 heures seulement du lancement, Sergueï est totalement concentré. Minute par minute, les techniciens rattrapent le temps perdu. Tout s'est très bien passé. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Nous sommes à la veille du lancement. À l'aube, les portes du hangar s'ouvrent, révélant un lanceur qui pèse plus de 20 tonnes et qui fait la taille d'un immeuble de 12 étages. Pour ceux qui voyageront dedans, c'est une vision inoubliable. Au départ, j'avais peur d'être nerveux ou angoissé. Ça doit ressembler à ce que peut ressentir un soldat avant de partir à la bataille. Est-ce que j'aurai peur quand cette fusée décollera? Le lanceur Soyouz commence son voyage dans l'espace sur un train. En effet, le site de lancement de Baïkonour est au beau milieu de nulle part. Quant au centre de contrôle, il se trouve à 2000 km à l'est, à Moscou. Voici le domaine de l'homme qui dirige tous les lancements russes vers la Station spatiale internationale. Vladimir Soloviev est chef du contrôle des vols et il sait ce qu'on ressent dans l'espace. Il a lui-même été cosmonaute de 1978 à 1986. C'est lui qui supervisera le départ de l'expédition 12. Cet engin est censé filer à travers l'espace à environ 33 000 km/h. Mais pour l'instant, il dépasse à peine les 2 km/h. Plus de 1500 lanceurs ont accompli ce même voyage. Jusqu'en 1955, Baïkonour était un site militaire. Les choses changèrent en 1957 avec le lancement de Spoutnik. Ce satellite de la taille d'un ballon de foot allait ouvrir la course à l'espace. Peu de temps après, Youri Gagarin décolla du même endroit pour devenir le premier homme dans l'espace. La fusée dans laquelle il voyageait était si fiable qu'on a repris la même architecture pour l'engin qui traverse à présent lentement le désert kazakh. Entre-temps, les Russes ont expérimenté d'autres modèles d'engins spatiaux, dont un qui est totalement tombé aux oubliettes, la navette spatiale Buran. Buran ressemblait de manière frappante à la navette spatiale américaine, mais elle servait à des missions non habitées et fonctionnait en mode automatique. Elle n'a volé qu'une fois, le 15 novembre 1988. Le programme a ensuite été abandonné faute d'argent, au profit de Soyouz, un engin meilleur marché et qui avait fait ses preuves. À 9 h, le lanceur arrive sur l'aire de lancement. Le décollage est prévu dans 24 heures. L'équipage se plie aux dernières formalités d'usage. Allez, souriez! L'entraînement de Greg est terminé.
J'ai fait plus de 900 heures d'entraînement. J'ai dû passer des tests et des paliers. Maintenant que le lancement approche, je commence à me dire que ça va vraiment se faire. Sur le pas de tir, Soyouz est érigé en position de lancement. Pour l'heure, le lanceur ne pèse que 23 tonnes. Mais bientôt, on remplira ses réservoirs de 300 tonnes de carburant. Je souhaite que les cosmonautes s'envolent sains et saufs et qu'ils reviennent sur Terre sains et saufs. Dans 20 heures, je me sentirai vraiment bien. Notre sécurité est l'objectif numéro 1 de tous les membres du programme spatial russe. Le portique se referme sur Soyouz et l'immobilise dans un étau de 500 tonnes. Igor Barmin est le directeur de la base de Baïkonour. Je me trouve en ce moment sur une plateforme circulaire, une plateforme pivotante. On fait tourner tout le système de lancement, y compris le lanceur, pour pouvoir le mettre dans la meilleure position. Igor autorise le remplissage des réservoirs. Pour l'instant, on remplit le premier étage du lanceur avec de l'oxygène liquide, du kérosène, du peroxyde d'hydrogène fortement concentré et de l'azote. Le mélange est instable. En 1980, lors du ravitaillement d'une fusée, un propulseur a explosé. En quelques minutes, 48 personnes sont mortes. Le lancement doit avoir lieu dans moins de 5 heures. Valérie Tokarev, Bill McArthur et Greg Olsen vont passer un dernier examen médical. Ne sont plus autorisés sur l'aire de lancement que les médecins et les officiels. Au moindre soupçon de maladie, ils seront écartés de la mission. Chaque fois que je vois un type en blouse blanche, je sens mon cœur s'accélérer, parce que je sais que mon rêve peut encore m'échapper. Les réservoirs du lanceur sont pleins. Soyouz est prête à décoller. Au centre de contrôle des vols à Moscou, Vladimir Soloviev et son équipe procèdent aux dernières vérifications. Chaque mission dans l'espace est une opération très risquée. L'espace est un environnement hostile et quelque chose peut toujours mal tourner. Si ça arrive, nous devons absolument être prêts. L'expédition 12 est parée au départ. Plus ça approche et plus je me sens détendu.
Greg Olsen va bientôt savoir s'il a ce qu'il faut pour être accepté dans l'un des clubs les plus fermés du monde. Je ne me prends pas et je ne me prendrai jamais pour un cosmonaute ou un astronaute. J'ai bien trop de respect pour l'entraînement qu'ont suivi ces types. C'est un petit club. En montant dans la fusée, je me dis, je vais vraiment le faire. Quand je monte les marches, je n'ai pas peur. Tout ça est génial. Les vérifications sont en cours à Baïkonour. Ils vérifient le lanceur et le vaisseau. On est à H-2 et jusque-là tout va bien. On vérifie une dernière fois les scaphandres. S'il devait y avoir une fuite dans le vaisseau, l'équipage ne serait protégé du vide meurtrier de l'espace que par ses combinaisons pressurisées. La vérification de l'étanchéité des combinaisons est une étape très importante. S'il y a le moindre problème, le lancement devra être retardé. Les scaphandres sont déclarés étanches. À partir de là, le processus s'accélère. Les techniciens arment le système de secours. Le portique s'ouvre. À Moscou, le soleil se lève. Pour des millions de gens, une nouvelle journée de travail commence. Mais le centre de contrôle est déjà en effervescence depuis des heures, plus que 15 minutes avant le lancement. Экипаж доложил, что герметичность скафандров в норме. Les médias du monde entier couvrent l'événement. Décollage dans 2 minutes. L'attente est presque finie, mais un incident peut encore survenir. Sergei Oboukov reste sur le qui-vive. Je suis tendu. Le jour du lancement, tant qu'on n'annonce pas que le vaisseau s'est séparé du lanceur, je suis tendu. C'est seulement à ce moment-là que je peux dire, voilà, j'ai fait mon boulot. « 60 secondes avant le lancement. Le système passe en mode automatique. À ce stade, le lancement ne peut plus être arrêté. « 40 secondes avant le lancement. La première tour ombilicale s'écarte. Soyouz n'est plus maintenu que par la deuxième. 20 secondes avant le lancement. Dans le désert kazakh, comme au centre de contrôle, le temps semble s'être arrêté. Зажигание кислород.
T-13 secondes. La deuxième tour ombilicale s'écarte du Soyouz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mise à feu des EAP et décollage du lanceur Soyouz avec à son bord William McArthur, Valérie Tokarev et Gregory Olsen. Lors des premières secondes du décollage, la fusée semble s'élever au ralenti. Puis des tonnes de carburant s'enflamment dans les moteurs du Soyouz. Une minute après avoir décollé, le lanceur file à près de 2000 km/h. Après 2 minutes de vol, les 4 propulseurs sont largués. À ce stade, le module de secours n'est plus nécessaire et il est largué à son tour. Allégé, Soyouz atteint maintenant une vitesse de plus de 33 000 km/h. J'ai essayé de lever le bras, mais j'avais l'impression qu'il pesait 5 kilos. Et là, j'ai su que c'était bon, qu'on était en pleine accélération. Très vite, les 3 hommes savent qu'ils sont dans l'espace, en voyant une figurine se mettre à flotter dans la capsule. L'entrée en orbite est un moment important. Dans la cabine, on a une petite poupée qui se balance au bout d'un fil. Et quand elle se met à flotter, on sait qu'on est en orbite. 9 minutes après le décollage, Soyouz entame son orbite terrestre. Les composants électroniques du vaisseau sont alimentés par des panneaux solaires. Greg Olsen est à plus de 200 km de sa planète natale. Son rêve s'est réalisé. Mais l'aventure a ses désagréments. Ils sont dans leur combinaison depuis des heures et croyez-moi, c'est horrible. Ils doivent être trempés de sueur et mourir d'envie de se débarrasser des combinaisons pour mettre des vêtements normaux. Mais d'abord, il faut vérifier la pression. Le choc du lancement a pu desserrer les joints de la capsule ou du module orbital adjacent. La pression est OK? Il n'y a pas de changement? Est-ce qu'on autorise l'ouverture des casques? Vous pouvez ouvrir les casques? On a vérifié l'étanchéité et heureusement tout va bien. Une fois les tests finis, je leur ai donné la permission d'ouvrir le sas du module orbital où ils vont pouvoir enlever leur combinaison, faire un brin de toilette et se changer. Ils déjeuneront et dîneront en même temps. Dans le module d'habitation, je me disais, waouh, je suis l'un d'eux. Je ne suis pas cosmonaute ni astronaute, mais je suis dans l'espace. On va manger un morceau, boire un jus de fruits. C'est absolument génial. Après cet encas, ils vont s'atteler à leur première mission. Modifier la trajectoire pour s'élever à environ 350 km de la Terre. Leur destination, la Station Spatiale Internationale, ou ISS, seule présence permanente de l'être humain dans l'espace. À son bord se trouvent le Russe Sergei Krikalev et l'Américain John Phillips. Après 6 mois sur la station, l'heure du retour a sonné pour eux. Pour les remplacer, le nouvel équipage doit pourchasser la station à travers l'espace et s'amarrer à elle en douceur.
C'est un véritable travail d'orfèvre. Ils sont à 10 000 km de l'ISS et ils la poursuivent à toute vitesse. On donne au vaisseau une accélération pour rehausser son orbite. Un jeu de précision à 28 000 km/h. C'était sublime de voir la limite de la Terre. Le ciel est obscur et cette fine bande bleue, semblable à une coquille d'œuf, c'est l'atmosphère. Vous pouvez voir l'ISS complètement sur la droite. Réduisant lentement l'écart, Soyouz parcourt près d'1,5 million de kilomètres en 3 jours. C'est là que les choses se corsent. La rencontre semble se faire au ralenti, mais c'est uniquement parce que les deux véhicules filent tous les deux à des vitesses difficilement imaginables. La jonction avec la station spatiale est un véritable exploit, et dans cette manœuvre, la précision mathématique est vitale. Tout est contrôlé par ordinateur, mais il peut y avoir des accidents. Le 25 juin 1997, un vaisseau de ravitaillement russe non habité, le Progress, s'approche de la station spatiale Mir. Il y a à bord de Mir 3 cosmonautes. Soudain, le Progress fait une embardée et vient percuter la coque de la station, provoquant une fissure. Elle occasionne une dépressurisation de la cabine. L'équipage répare à la hâte la paroi endommagée, évitant de justesse la catastrophe. Plus tard, Soyouz tente à son tour de s'amarrer à une station spatiale. Millimètre par millimètre. Le viseur est un peu plus bas. Mais sur le périscope, c'est relativement bien aligné. De plus en plus près. Les viseurs sont superposés. Excellent. Vérifiez le contact. Bien reçu. Distance 4, variation de distance 8,15, distance 3. La manœuvre réussit. L'arrimage a été parfaitement réalisé. Les compagnons de Greg vivront ici pendant les 6 mois à venir, s'ils parviennent à ouvrir le sas. On avait beau tirer sur le sas, il refusait de s'ouvrir. Est-ce qu'on va devoir faire demi-tour parce qu'on ne peut pas ouvrir le sas? On a enfin réussi à l'ouvrir. Krikalev et Phillips avaient déjà ouvert le leur. Ça y est, content d'être là. L'Express numéro 12 arrive. Salut! C'est un grand moment. On tombe dans les bras les uns des autres. Encore des passagers qui descendent. Bien que ne se considérant pas comme un touriste, Greg a emporté sa caméra. Ces 20 millions lui donnent encore droit à 7 jours dans la station. Et il veut enregistrer un maximum d'images avant de rentrer chez lui avec l'équipage sortant. Petit déjeuner du mardi. Il va faire le voyage du retour avec une célébrité. Tous les fanas de l'espace connaissent Sergei Krikalev de nom. Personne n'a passé autant de temps là-haut que ce cosmonaute légendaire. Plus de 2 ans en tout.
notre commandant Sergei Krikalev sur le tapis d'exercice. C'est un homme extraordinaire. Il a le sens de l'humour, il est modeste et il est super doué. Quand je suis arrivé, il a tout fait pour que je me sente aussi à l'aise que possible. Même s'il s'est longuement préparé, le nouvel équipage doit s'habituer à la vie dans l'espace. Notre réunion quotidienne. Pour l'instant, il découvre la pesanteur. Les choses sont légères, elles flottent et elles se mélangent. On réagit à tout, on tourne tout le temps la tête et ça donne le mal de l'espace. Un peu comme le mal de mer. Au bout d'un moment, on finit par se dire « Ça suffit, je vais laisser tout ça flotter et je vais regarder droit devant moi ». Imaginez-vous en train de flotter, c'est magique. Comment peut-on flotter dans l'air? Je ne m'en lassais pas. Pour l'ancien équipage comme pour le nouveau, la semaine sert à passer en revue d'innombrables détails. Quant à Greg, il en profite pour explorer, faire des expériences et s'amuser. Je sortais de mon sac de couchage et j'allais aussitôt jusqu'au hublot pour regarder la Terre. Je prenais un appareil photo, je faisais quelques photos et je me disais « Waouh ». Chaque fois que je voyais la Terre, je me disais « Waouh, quelle belle image du monde ». Ça, c'est le Soyouz dans lequel je vais rentrer. Le sas de transfert. Et près des panneaux solaires, on peut voir le bras robotisé. Sur Terre, 10 jours se sont écoulés depuis le lancement. Mais sur la station spatiale, le Soleil s'est levé et couché près de 200 fois. Greg Olsen a fait plus de 100 fois le tour du globe, soit près de 5 millions de kilomètres en tout. Il a développé des liens privilégiés avec ses compagnons de voyage. Mais il va devoir leur dire au revoir. Je me suis entraîné avec Tokarev et MacArthur pendant 5 mois, dont 2 mois intensifs. Et maintenant, je dois les laisser. Un par un, Greg, Sergei et John se glissent dans la minuscule capsule prévue pour le retour. C'est un peu comme un film en 3 épisodes. L'épisode 2 s'achève quand on ferme le sas. Et l'épisode 3, c'est la descente. On a intérêt à entrer là-dedans et à partir s'entraîner parce qu'il y a un planning à respecter. Je savais que la descente allait être un peu agitée et il fallait s'y préparer. La fermeture du sas marque le début du chapitre le plus périlleux de toute mission spatiale, la rentrée. Environ 350 km plus bas, les hélicoptères de l'armée de l'air russe survolent les plaines du Kazakhstan. Quand la capsule atterrira, c'est eux qui la récupéreront. Au centre de contrôle, Vladimir Soloviev et son équipe se préparent à séparer Soyouz de la station spatiale. Mais tout à coup, l'inquiétude se lit sur les visages. Un grave problème apparaît au niveau de la capsule de rentrée. Il y a une fuite d'air dont l'origine et l'emplacement sont inconnus.
J'ai vu que la pression chutait. Elle était autour de 750 et elle est descendue dans les 600. Krikalev suivait ça attentivement. Vladimir Soloviev a dirigé 100 missions spatiales. Mais c'est la première fois qu'une telle chose se produit. Bien. Attendez une minute. Ne faites rien sans mon autorisation. Sur un véhicule spatial, une fuite d'air n'est jamais la bienvenue. Mais pendant la rentrée, le risque est encore plus grand. Et tous le savent, au sol comme dans l'espace. Le 29 juin 1979, Soyouz 11 quitte la station spatiale Salyut 1 avec 3 cosmonautes à son bord. Le vol de retour se passe sans incident, jusqu'à la descente finale, où la capsule commence à perdre de l'air. À l'ouverture du module, les 3 membres d'équipage sont retrouvés morts. Ils ont manqué d'oxygène. La même chose pourrait arriver à ce Soyouz. Au centre de contrôle et dans la capsule, chacun s'efforce de comprendre et de résoudre le problème. Tout ce que peut faire Greg Olsen, c'est attendre, en regardant Sergueï tenter de renforcer l'étanchéité. Je savais qu'ils s'en occupaient, je savais qu'ils étaient en contact avec la Terre, et je savais qu'il n'y avait sans doute pas de meilleur pilote que Sergueï Krikalev. Sergueï contacte Moscou. Il pense avoir réussi à stabiliser la pression dans la cabine. La fuite semble s'être arrêtée. La décision incombe maintenant à Vladimir Soloviev. Il donne son feu vert. La capsule de rentrée se détache de la station spatiale et entame son voyage de retour. Pendant 2h30, tout se passe comme prévu et les cosmonautes se rapprochent de la Terre. Mais au moment où Soyouz entre dans l'atmosphère, la pression recommence à baisser. Très vite, 12% de l'air respirable dans la cabine s'est évaporé. Les 3 hommes n'ont que 2 solutions aussi risquées l'une que l'autre. Ils peuvent augmenter la pression dans la cabine en utilisant de l'oxygène pur, hautement inflammable, ou miser sur leur combinaison pressurisée. Soudain, les communications s'interrompent. Les hommes du centre de contrôle ne peuvent que regarder, attendre et espérer. Les hélicoptères attendent le signal du départ. Dès qu'ils auront les coordonnées de la capsule, ils pourront décoller. À l'aube, Soyouz entre dans l'atmosphère comme un météore, une traînée blanche sur le ciel encore obscur. Personne ne sait comment vont les cosmonautes.
Comme prévu, plusieurs parachutes se déploient. Grâce à eux, l'engin va ralentir, passant de 900 à 25 km/h. Soyouz s'est posé. L'équipe de récupération entoure la capsule noircie et le gigantesque trou qu'elle a creusé dans le désert kazakh. Un système de localisation se déclenche automatiquement. Le sas est bloqué. Enfin, le sas cède. Un par un, les 3 hommes encore dans leur fauteuil sont extraits de l'étroite capsule. Sergueï Krikalev a l'air de bien aller. Greg Olsen aussi. Mais John Phillips, l'astronaute de la NASA, est à peine conscient. John était vraiment à l'étroit. C'est un grand gaillard. Pour le ranimer, on lui fait respirer des sels. Il lui faudra plusieurs jours pour totalement récupérer. John, ça va? Fait suffisamment rare pour être noté, les Russes reconnaîtront par la suite que cette rentrée avait été périlleuse. Quelques jours plus tard, en effet, Sergueï Krikalev qualifiera publiquement la dépressurisation de la cabine d'incident grave. La marge était mince et les risques considérables. Mais une fois encore, le doyen des vaisseaux russes a fait un voyage réussi dans l'espace. C'était la 814e mission Soyouz. Mais pour Greg Olsen, seule une mission comptera. Celle qui a permis à son rêve de devenir réalité. C'était l'expérience de ma vie.